Bonjour, bienvenue sur CSNC. Dans ce nouveau volet de Ciné Rétro, nous allons nous consacrer à l'année 2003 à 2007. Générique, être passionné, c'est être fan. Donc, nous avons dit que nous parlons pas des suites, mais là, comme nous arrivons proche de Noël, du coup, ça sera un ciné rétro, une grosse partie des films de Noël, donc c'est le ciné rétro Noël. Nous commençons avec, en 2003, le troisième volet des aventures du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Le Retour du Roi est un film américain néo-zélandais réalisé par Peter Jackson, qui avait réalisé déjà les deux premiers, sortis en 2003, et adapté du livre Le Retour du Roi de J.R.R. Tolkien. Il incorpore également des événements du livre précédent. Les deux tours, c'est le troisième volet de la trilogie de Seigneur des Anneaux, après la Communauté de l'Anneau et les deux tours. Donc sorti mondialement le 17 décembre 2003, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi est devenu l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, avec des recettes à travers le monde estimées à plus de 1,119 milliards de dollars américains, et l'un des plus gros succès du box-office mondial. Il remporte les 11 Oscars pour lesquels il avait été nommé, égalant le record de Titanic et Ben-Hur. Une version longue du film contenant 52 minutes supplémentaires sort en DVD le 14 décembre 2004, qui avait fait aussi un gros coffret collector avec le... La première mondiale a eu lieu à Wellington, à l'Embassy Theatre, le 1er décembre 2003, en présence du réalisateur et de nombreuses stars. Estimées à 100 000 personnes environ, ont envahi plus que la quart de la population de la ville. Donc c'est énorme pour une sortie du film. Le film a connu un immense succès commercial, rapportant 1,142 219 401 au box-office, dont 317 845 905 $ aux États-Unis et au Canada. Cela place le premier rang des films sortis en 2003, ayant réalisé le plus de recettes. Et à l'époque de sa sortie, et à la deuxième place des films ayant réalisé le plus de recettes de l'histoire du cinéma. 8e en 2015, il réalise 7 393 904 entrées en France et 1 407 900 $ au Québec. 910 689 en Suisse et 769 891 en Belgique. Donc les 11 Oscars qu'il remporta, c'était pendant la cérémonie du 29 février. En termes d'un grand nombre d'Oscars, surclasse Gigi, le dernier empereur, quant au nombre d'Oscars remportés pour chacune de ses nominations. Cependant, aucun des acteurs n'a reçu de récompense pour sa prestation en faisant du Retour du Roi le meilleur film depuis Titanic à ne pas recevoir de telles récompenses. C'est également le premier film du genre fantasy à recevoir la récompense du meilleur film. Donc Orlando Bloom, qui jouait le rôle de Legolas, va enchaîner sur une autre saga en 2003 qui sera bien sûr Pirates of Caribbean, Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, qui est réalisé par Gore Verbinski. Le scénario c'est Ted Elliott, Terry Rossio, et musique c'est Klaus Bedellel et Hans Zimmer. Les acteurs principaux sont Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley et Geoff Rush, Jack Davenport et Jonathan Pryce. Donc c'est une production, c'est Walt Disney Pictures et Jerry Bruckheimer Film. Donc le film Pirates des Caraïbes Black Pearl, la malédiction de la perle noire au Québec. Cette course au Black Pearl est un film d'aventure fantastique américain réalisé par Gore Verbinski, sorti en 2003. Et inspiré de l'attraction Pirates des Caraïbes de Walt Disney Park and Resort. Le premier volet de la franchise Pirates des Caraïbes, il sera suivi du secret du coffre maudit jusqu'au bout du monde en 2007, La Fontaine de Jouvence en 2011, La Vengeance de Salazar en 2017. Pour le rôle de Jack Sparrow, les producteurs avaient approché Michael Keaton, Christopher Walken, Jim Carrey avant de le confier à Johnny Depp. Donc le tournage a commencé le 9 octobre 2002 et s'est poursuivi jusqu'au mois de mars 2003 en extérieur à Saint-Vincent des Grenadines, en République dominicaine.
depuis les studios de Los Angeles en Californie. La première mondiale du film est tenue au parc de Disneyland de Anaheim en Californie le 28 juin 2003 et en France le film est distribué à partir du 13 août 2003. Le film a été accueilli par les critiques selon Rotten Tomatoes. 79% des 219 critiques recueillies étaient favorables pour le film. Il obtient ainsi une note de 7 sur 10 sur Metacritic et le film obtient un score de 63% pour la base de 40 critiques. En France, le site Allociné propose une note moyenne de 3,5 sur 5 à partir de l'interprétation des critiques provenant de 12 titres de presse. Donc les autres films sortis en 2003, nous avons Shanghai Kid 2 avec Jackie Chan et Owen Wilson, Hulk et Daredevil, Desperado 2, Le Manoir Hanté, Le Gardien du Manuscrit Sacré, Matrix Révolution, X-Men 2, En Sursis, Bad Boy 2, Terminator 3, Bienvenue dans la Jungle et Le Dernier Samouraï pour l'année 2003. On enchaîne sur 2004. Alors, en 2004, je sais, j'ai pas dit je faisais les suites, mais là on est à quelques jours de la sortie de Spider-Man No Way Home. Donc en 2004, sortie Spider-Man 2 par Sam Raimi. Le scénario c'est Alvin Sargent. Les acteurs principaux sont bien sûr Tommy McGuire, que tu as vu dans le premier, James Franco, que tu as vu aussi dans le premier, et Kristen Dunst dans le rôle de Mary Jane Watson, bien sûr. Et tu as Alfred Molina qui joue le rôle du Doc Ock, le vilain de ce film. Donc Spider-Man 2 est sorti en 2004, qui est bien sûr la suite directe de Spider-Man 2002, qui précède aussi Spider-Man 3 en 2007. Il s'agit du second opus de la série des films adaptés du personnage Spider-Man. Peu de temps après avoir sorti Spider-Man 1, le réalisateur Sam Raimi commence à développer une suite. En avril 2002, Sony engage Alfred Gooch et Miles Myler pour écrire un script avec le Doc Ock, le Doc Octopus, le lézard, la chatte noire comme antagoniste. Le 8 mai 2002, après le week-end d'ouverture de Spider-Man, le box-office Sony Pictures annonce officiellement une suite pour 2004. Ce projet est alors intitulé The Amazing Spider-Man. Le studio alloue un budget de 200 millions. En mai 2002, David Koepp, scénariste du premier film, rejoint le projet pour travailler sur le script de Alfred Gooch et Miles Millar. En septembre 2002, Michael Chabon est engagé pour des réécritures. Sa version propose un Octopus plus jeune, sous le charme de Mary Jane. Il est aussi présenté comme le créateur de l'araignée qui a piqué Peter dans le précédent film. Il propose un antidote à Peter pour lui ôter ses pouvoirs. Sam Raimi n'est pas convaincu par ces différentes versions du scénario et collabore alors avec Alvin Sargent, le réalisateur, parce que le film doit se focaliser sur le thème du conflit qui anime Peter, partage entre ses désirs personnels et sa responsabilité. Sam Raimi explique que l'intrigue est influencée par Superman 2. L'histoire s'inspire par ailleurs du numéro 50 de la série comics The Amazing Spider-Man, Spider-Man No More. Il a ensuite décidé que le Doc Octopus est conservé comme vilain principal. Cependant, Sam Raimi change le passé du personnage en ajoutant l'idée que Otto Octavius est un héros aux yeux de Peter. Après The Amazing Spider-Man, plusieurs titres sont envisagés: Spider-Man No More, Spider-Man 2, Live ou encore Spider-Man Unmasked, avant d'être intitulé simplement Spider-Man 2. Le film a été bien sûr acclamé par le public pour l'histoire, le scénario, les scènes d'action et les costumes et les effets spéciaux de Spider-Man est considéré comme l'un des meilleurs films de super-héros de l'histoire, de toutes les histoires de films de super-héros tout simplement. Donc en 2004 sort Polar Express, réalisation Robert Zemeckis, scénario Robert Zemeckis et William Brolé Jr. Et acteur principal c'est Tom Hanks. Le Polar Express est un film d'animation américain réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 2004. C'est l'adaptation cinématographique de l'album jeunesse Boreal Express de Chris Van Allsburg. Un jeune garçon commence à douter de l'existence du Père Noël et monte dans un train mystérieux et part à la direction du pôle Nord. Plus le pôle Express avance dans des contrées enchantées, plus l'aventure s'intensifie et les petits passagers prennent conscience de l'identité.
Donc ce film récupéra plusieurs récompenses, dont Bambi 2004, prix du meilleur film international, le AC-CAP Film and Television Music Award en 2005, meilleure musique du blockbuster pour Alan Silvestri, un Grammy Award en 2006, meilleure chanson originale pour télévision ou le cinéma, pour Believe, écrit par Ben Ballard et Alan Silvestri. Oscar 2005, meilleure chanson originale pour Believe, écrit par Glenn Ballard et Alan Silvestri. Meilleur mixage de son, meilleur montage de son. Golden Globe 2005, meilleure chanson originale pour Believe. Et le Saturn Award 2005, meilleur film d'animation, meilleure musique pour Alan Silvestri. Et le BAFTA 2005, prix des enfants du meilleur film. Satellite Award 2005, meilleur film d'animation, meilleure chanson originale pour Believe, écrit par Glenn Ballard et Alan Silvestri. De toute façon, Believe, il a récupéré tout quoi, en gros. Le film totalise 300 845 028 $ de recettes mondiales, dont 180 704 446 $ aux États-Unis pour un budget de 65 millions, tout simplement, de dollars. Donc les autres films sortis aussi en 2004 sont Starkey et Hutch, le remake de Owen Wilson et Ben Stiller, Le Roi Arthur, Hong Bak avec Tony Jaa, iRobot avec Will Smith, La Mort dans l'impôt qui est avec Matt Damon, qui est le deuxième volet des aventures de Jason Bourne, Hellboy le premier du nom, Alien vs Predator et The Punisher, Van Helsing, Riddick, les chroniques de Riddick, c'est-à-dire Pitch Black 2, Les Indestructibles, Kill Bill volume 2, 3 et Harry Potter 3. En 2005, se voit arriver un nouveau film de Walt Disney qui s'appellera Le Monde de Narnia, l'Armoire Magique, le Chronicle of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe. En gros, ouais, tu connais l'histoire. Donc les acteurs principaux sont Tilda Swinton, James McCoy, Liam Neeson et Jim Broadbent. Scène de production, c'est Walden Media et Walt Disney Pictures. Le réalisateur, c'est Andrew Anderson et le scénario, c'est Anne Pico et Andrew Adamson. Le Monde de Narnia, le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, ou les Chroniques de Narnia, l'Armoire Magique, est un film américain-britannique réalisé par Andrew Adamson, sorti en 2005. Il est tiré du roman de C.S. Lewis, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, publié en 1959, premier tome de la série littéraire Le Monde de Narnia. Dans l'ordre d'écriture, il s'agit du premier film de la série cinématographique du Monde de Narnia. Donc il s'agit de la première adaptation du roman. Il y a tout d'abord The Lion, la Sorcière et l'Armoire, série de 10 épisodes de 30 minutes réalisée en 1967, suivie par Le Lion, la Sorcière Blanche, film d'animation réalisé par Bill Melendez en 1979, et enfin Le Lion, la Sorcière et l'Armoire, téléfilm anglo-saxon de près de 3 heures, réalisé par Marilyn Fox en 1988. Le scénario existe certaines différences entre le livre et le film. Par exemple, dans le film, la Sorcière Blanche a promis à Edmund de lui donner tout ce qu'il désirait. Dans le livre, il est sous l'emprise des loukoums magiques que la reine lui offre. C'est créer ainsi une sorte de dépendance. Donc ce que je peux te dire du Monde de Narnia, c'est un super film de Noël. Si tu as envie de le voir, c'est avec des enfants qui traversent à travers une armoire magique qui les emmène dans un monde merveilleux, un peu dans le genre Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, c'est ceux qui ont créé les armures du Seigneur des Anneaux et les épées qui ont continué la production du Monde de Narnia. Donc c'est un très beau film de Noël à voir avec tes enfants ou tout seul, ça dépend si t'es du genre de film Heroic Fantasy. En 2005 sort aussi un film de ouf qui va révolutionner le cinéma à son genre, c'est bien sûr Batman Begins qui est sorti en 2005, réalisé par Christopher Nolan. Donc la réalisation c'est bien sûr Christopher Nolan, le scénario Christopher Nolan et David C. Goyer. Les acteurs principaux sont Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes et Gary Oldman et Morgan Freeman. Il est bien sûr distribué par Warner Bros et DC Comics et Legendary Pictures. Donc le film Batman Begins est réalisé Christopher Nolan en 2005. Il s'inspire des comics de Batman The Man Who Falls, Batman Année 1, Batman Un Long Halloween.
il est un reboot de la série des films Batman. 8 ans après Batman et Robin en 1997, Joel Schumacher a fui un échec critique et déception commerciale. Batman et Begin est un succès à la fois critique et commercial, et le film obtient de suite Dark Knight, le Chevalier Noir, sorti en 2008, et The Dark Knight Rise, sorti en 2012. Le tout forme la trilogie The Dark Knight. Le jeune Bruce Wayne assiste impuissant au meurtre de ses parents, profondément traumatisé. Il grandit omnibulé par un désir de vengeance et voyage aux quatre coins du monde pour étudier la criminologie et les arts martiaux. La Ligue des Ombres, une secte de guerrières ninja dirigée par Ra's al Ghul, se charge de son entraînement physique. De retour chez lui à Gotham, le jeune homme se charge de la gestion de Wayne Enterprise, dont il est héritier, opérant depuis le sous-sol du manoir familial avec l'aide de son majordome, Alfred Pennyworth. Bruce Wayne se lance alors dans la lutte contre le crime sous le nom Batman. Bien sûr, tu connais l'histoire, je vais pas te la raconter. Donc, durant le tournage, ça, ce que je peux te raconter, c'est de Batman et Robin. La Warner Bros. Est très impressionnée par les rushs et se charge rapidement, Jamel Schumacher, de préparer un autre film. Akiva Goldsman, scénariste de Batman Forever et Batman et Robin, refuse ce troisième film. En 96, Warner Bros. Joel Schumacher engage Mark Protzenvich pour écrire ce film prévu pour 1999. Le titre envisage alors que Batman Unchained ou Batman Triomphant. Le script de Protzenvich fait de l'épouvantail l'antagoniste principal, alors que le Joker doit revenir en hallucinant l'esprit de Batman. Harley Quinn doit elle aussi apparaître pour venger le Joker. George Clooney, Chris O'Donnell et Alicia Silverstone devaient alors reprendre leurs rôles respectifs de Batman, Robin et Batgirl. Joel Schumacher contacte Nicolas Cage pour incarner l'épouvantail. Le projet sera cependant arrêté à la suite des critiques négatives reçues par Batman et Robin. Darren Aronofsky est alors contacté pour reprendre le projet Batman Triomphant. La Warner évoque aussi la possibilité d'adapter la série d'animation Batman la relève ou Batman année 1 de Frank Miller. Andrew Kevin Walker tentera de présenter un Bruce Wayne assez âgé. Le rôle principal de la réalisation de ce film a été proposé à Clint Eastwood, associé fidèle de la Warner, qui a cependant refusé. La réalisation cependant a également été proposée à Lana et Lily Wachowski, qui ont refusé, préférant se concentrer sur leur projet suite à Matrix. En janvier 2003, la Warner engage Christopher Nolan pour développer un nouveau film. Quelques mois plus tard, David C. Goyer rejoint le projet comme scénariste. Christopher Nolan explique que son intention de réinventer la franchise avec plus d'humanité et de réalisme. Le réalisateur remarque que ses précédents films ont misé davantage sur le style que sur le côté dramatique et déclare s'inspirer de Superman de Richard Donner de 1978. Le film ne comporte aucune référence chronologique au film précédent réalisé par Tim Burton ou Joel Schumacher. Il s'agit donc d'une nouvelle série de films indépendants de la précédente, initiée en 1989. Pour le rôle principal de Bruce Wayne, Nolan et les producteurs de films hésitent entre Keanu Reeves, Jake Gyllenhaal, Kate Beers et Bill Crudup et Christian Bale, Joshua Jackson, Ashton Kutcher, Ian Bailey et Steven Pasquella, Josh Hartnett et Hugh Dancy avant que Christian Bale soit engagé. David Duchovny avait été auditionné pour le rôle, tout comme Heath Ledger, avant qu'il ne soit recruté pour le Joker, bien sûr. Ça, tu l'as compris, j'ai pas besoin de te le dire, parce qu'après nous le revoyons dans le Joker. Dans cette suite, Dark Knight, Chevalier Noir et Henry Cavill qui lui sera choisi en tant que Superman à partir de Man of Steel. Christophe Eccleston a été envisagé pour incarner Jonathan Crane. Le rôle reviendra cependant à Cillian Murphy, qui avait également auditionné pour le rôle de Bruce Wayne. Ewan McGregor et Jamie Davis, ainsi que le chanteur Marilyn Manson, fut également envisagé pour le même rôle. Pour incarner Rachel Dawes, personnage créé pour le film, Nathalie Portman, Amy Adams, Reese Witherspoon, Rachel McAdams, Claire Dan et Sarah Michelle Gellar ont été envisagées avant que le rôle revienne à Katie Holmes. Dans le rôle de Ra's al Ghul, Daniel Day-Lewis et Viggo Mortensen furent tous les deux envisagés pour ce rôle. Guy Pearce fut également envisagé pour le même rôle, mais les producteurs l'ont trouvé trop jeune pour le rôle. Finalement, Liam Neeson qui obtient le rôle, l'oncle de Christopher Nolan.
John Nolan tient un petit rôle dans le film. Jérémy Theobald, qui joue dans Doldbrug et Following, deux précédents films de Nolan, fait une brève apparition dans le rôle d'un membre influent de Wayne Enterprise, Fredericks. Kurt Russell, Chris Cooper et Dennis Quaid ont été envisagés pour le rôle du commissaire James Gordon. Avant que Gary Oldman soit choisi, ce dernier devait à la base incarner un méchant. Pour le rôle de Alfred Pennyworth, le premier choix a été Anthony Hopkins, qui refusa le rôle au profit de Michael Caine. Pour le rôle de Lucius Fox, le premier choix a été Laurent Fishburne, avant que Morgan Freeman ne soit choisi. Avant le début du tournage, le réalisateur organise une projection de Blade Runner de Ridley Scott et a ensuite déclaré « C'est comme ça que nous allons faire notre nouveau Batman ». Les autres films sortis en 2005 sont King Kong, Constantine, Les 4 Fantastiques numéro 1, Elektra, le spin-off tiré de l'univers Daredevil, Charlie et la chocolaterie, Kingdom of Heaven et The Island. Donc nous passons en 2006. En 2006 arrive dans nos écrans de cinéma le film 300 réalisé par Zack Snyder. Scénario Zack Snyder, Kurt Johansson et Michael J. Gordon. Les acteurs principaux sont Gerald Butler, Dominic West, Lena Headey, David Wayman et Michael Fassbender. Société de production, c'est Legendary Pictures, Virtual Studios et Cruel and Ansel Films. Rien que ça. 300 est un péplum américain coécrit et réalisé par Zack Snyder, sorti en 2006, tiré du roman graphique 300 de Frank Miller et Lynn Warley. Un film donne une vision fantastique de la bataille de Thermopyles en -480, a été tourné en grande partie à l'aide de la technique d'incrustation afin de restituer l'imagerie de la bande dessinée de Frank Miller. Dans les semaines qui ont précédé et suivi sa sortie, le film a soulevé une controverse portant sur la représentation des Perses dans le contexte international, des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Malgré cette controverse et des critiques partagées, le film a eu un très grand succès commercial. Une suite 300, La naissance d'un empire, réalisée par Norman Muro, est sortie en 2014. Donc Zack Snyder a réalisé le film courant 2006. Le film recourt au même procédé technique que la film Sin City, adapté aussi de la bande dessinée de Frank Miller, et l'utilisation massive d'images de synthèse. Même si toutes les scènes présentes dans la bande dessinée originale sont fidèlement reconstituées sur grand écran, le scénario a été complètement de quelques personnages de scènes supplémentaires. Dans la bande dessinée, Ephéialet, qui finit par trahir les Spartiates et qui est une sorte de monstre difforme dans le film, tente de se suicider lorsque Léonidas refuse de faire de lui un guerrier. Dans le film, le scène fut tournée mais coupée au montage. Toutes les scènes se déroulent à Sparte, qui implique la reine, en montrant des intrigues politiques au sein de la cité ont été ajoutées pour renforcer l'unique rôle féminin. Des éléments fantastiques de diverses bêtes comme le rhinocéros ont été ajoutés. Le film a presque entièrement été tourné sur fond bleu ou fond vert au Ice Storm Studio de Montréal. Seule scène chevauchée des messagers au début du film, impossible à réaliser en studio, a été tournée en extérieur. Près de 1300 effets visuels ont été nécessaires, soit une moyenne d'un effet visuel par plan. Les acteurs ont suivi un entraînement sportif intensif de plus de 8 semaines avant le début du tournage. Dans le film, les acteurs Gerald Butler, Andrew Plavin jouent à nouveau ensemble 5 ans après leur collaboration. Dans Attila le Hun de Dick Lowry, Gerald Butler avait là encore le rôle principal, tandis que Andrew Plavin interprète Flavius Oreste, un fidèle général de Attila. Le box-office, le film a rapporté 456 068 181 $. Dans le monde entier, 210 614 939 $. Rien que sur le territoire américain, il réalise 1 660 288 entrées. En France, 449 512 entrées. Au Québec, 150 062 entrées. En Suisse, il détient le record de fréquentation en Grèce avec 325 000 de spectateurs en 4 jours. Bien sûr, tu connais 300, tu connais Zack Snyder, donc c'était un film magnifique qui a révolutionné, bien sûr, à son tour l'histoire du cinéma avec un nouveau style visuel qui a juste fait la reconnaissance de Zack Snyder et a ensuite après été
aperçus pour faire le futur film Superman qui sortira bien sûr en 2013. Donc tu connais le titre Man of Steel. Donc nous continuons en 2006 avec Superman Returns. Donc, en 2006 vient le retour de Superman, réalisé par Bryan Singer. Le scénario, c'est Michael Dougherty et Dan Harris. La musique, c'est John Oateman. Les acteurs principaux sont Brandon Routh, Kate Bosworth et Kevin Spacey et James Marsden. Warner Bros, bien sûr, Legendary Pictures et DC Comics qui vont bien sûr produire le film. Superman Returns, le retour de Superman, est un film américain réalisé par Bryan Singer et sorti en 2006. Il s'agit du 5e film adapté du cinématographique du personnage Superman depuis 1978. Est une suite directe à Superman 2, ne prenant pas en compte ses suites Superman 3 et 4. Alors le synopsis est simple, c'est 5 ans ont passé depuis le départ de Superman à la recherche des survivants de Krypton. À son retour sur Terre, revenu à Metropolis, il découvre Lois Lane, désormais mère de famille, et que Lex Luthor, libéré de prison, a dérobé un cristal kryptonien, prépare un nouveau plan machiavélique pour détruire le monde. Alors, après Superman 4 sorti en 1987, de nombreux réalisateurs travaillent sur des projets d'adaptation graphique pour Superman comme Tim Burton, MCG ou encore J.J. Abrams dès le milieu des années 90. Beaucoup de ces projets iront en stade de la pré-production comme Superman Reborn en 1997 ou Superman Flyby en 2002, mais seront annulés pour diverses raisons budgétaires ou artistiques. Bryan Singer imagine durant le tournage de X-Men 2 le retour de Superman sur Terre après 5 ans d'absence. Il présente son idée à Lauren Schuler Donner, productrice des films X-Men, et à son mari Richard Donner, réalisateur du premier film Superman, sorti en 1978. Le couple trouve alors l'idée intéressante. En mars 2004, Warner Bros débute la pré-production de Superman Flyby, prévu pour sortir en juillet 2006. MCG doit alors réaliser le film écrit par J.J. Abrams, mais abandonne le projet en 2004. Bryan Singer est alors contacté pour pitcher le film, alors qu'il prévoyait ses vacances, avec des scénaristes comme Michael Dougherty et Dan Harris après la sortie de X-Men 2. Ces derniers écrivent alors le scénario de film Superman d'après l'idée de Bryan Singer. En juillet 2004, Singer signe un contrat pour réaliser Superman Returns et il renonce alors à d'autres projets comme X-Men l'affrontement final et un remake de l'Âge de Cristal. La pré-production du film qui est financée par Warner Bros et Legendary Pictures débute réellement en novembre 2004. En février 2005, Dougherty et Harris ont déjà écrit 6 versions du script. Certaines versions contiennent des allusions aux attentats du 11 septembre 2001. Sont finalement supprimés. Donc, concernant le casting, après des rumeurs les plus folles concernant l'identité de l'acteur principal, Bryan Singer annonce finalement que Brandon Routh succédera à Christopher Reeves, qui avait déjà auditionné pour le rôle de Clark Kent dans la série télévisée Smallville, et choisi parmi des milliers de candidats à travers les États-Unis, le Canada ou l'Angleterre ou encore l'Australie pour obtenir la silhouette du héros. Il a dû soumettre à un régime et d'exercice de culturisme. Noel Neill, qui tenait le rôle de Lois Lane dans Serial Superman en 1948 et Atom vs Superman en 1950, et dans la série TV Les Aventures de Superman dans les années 50, refait une apparition au début du film en léguant la fortune de Lex Luthor. Elle a été déjà apparue dans le premier film dans le rôle de Ella Lane. Jack Larson, qui tenait le rôle de Jimmy Olsen dans Les Aventures de Superman, fait ici une caméo en tant que barman. Il était déjà apparu en invité vedette dans la série Superman Superboy en tant que suspense, je sais pas, que Lou Lamont dans l'épisode Paranoia de l'épisode 6 de la saison 4 de Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, où il a interprété Jimmy Olsen âgé dans l'épisode Jeunesse volée, épisode 5 de la saison 4. Donc, avant de passer en 2007, qu'est-ce qu'on peut dire de, bien sûr, Superman Returns, qui n'a pas eu le succès escompté, qui était malheureusement très très mal noté, il s'est fait dégommer par la critique. En même temps, le film ne casse pas 3 pattes à un canard, hein. Ça vaut pas le Batman Begins ou le Batman The Dark Knight qu'on a eu. Superman avait vraiment une bonne idée de base, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus en chemin, et puis peut-être que c'était peut-être pas la bonne solution.
il fallait peut-être tout simplement rebooter comme il a fait Christopher Nolan. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait par la suite avec Man of Steel en 2013. Je pense que Superman Returns voulait faire une suite directe aux autres films de Superman, n'était pas une bonne idée en soi. Pour moi, il fallait revenir aux origines, ça aurait été beaucoup plus simple. Les autres films sortis en 2006 sont Eragon, V pour Vendetta, Da Vinci Code, La Nuit au musée, le numéro 1, Les Infiltrés, Miami Vice, Mission Impossible 3, Pirates des Caraïbes 2, X-Men 3, Taken, Casino Royale, qui est l'arrivée de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, et Le Prestige. Donc, en 2007, arrive un film Je suis une légende de Francis Lawrence. Scénario, c'est Akiva Goldsman et Mark Potrensevich, d'après l'œuvre de Richard Matheson. Les acteurs principaux sont bien sûr Will Smith, Sally Richardson et Winfield, Alicia Baraga et Willow Smith. Donc, Je suis une légende est un film d'américain d'anticipation post-apocalyptique réalisé par Francis Lawrence, sorti en 2007. Le film est la troisième adaptation cinématographique du roman éponyme de Richard Matheson, paru en 1954. Seul dans New York, dévasté par un virus, un chercheur éminusé, Will Smith, traqué par des mutants carnivores, tente de découvrir un remède. Il n'a pas reçu d'accueil enthousiaste de la critique. Il a rencontré un certain succès au public à près de 3 millions d'entrées. Il se classe à au 10e au box-office en France en 2007. Donc, classique de la littérature d'anticipation, avait déjà connu 2 adaptations cinématographiques de la première, réalisée par Ubaldo Ragona et Sidney Sacco, avec Vincent Pierce, dont le rôle principal sort en 1964. Richard Matheson écrit le scénario, mais il fait créditer au générique sous le patronyme de Logan Swainson. À la suite de ce désaccord avec la production, la deuxième adaptation, Le Survivant de Boris Sagal avec Charlton Heston, daté de 1971. En milieu des années 90, la Warner confie l'écriture du scénario à Mark Prodozenvich, qui se situe l'intrigue à San Francisco. Tom Cruise et Michael Douglas sont intéressés pour jouer Neville avant que Ridley Scott. Schwarzenegger en tête d'affiche. Le réalisateur engagé est Sylvain Desprez pour les storyboards et John Logan pour écrire le script. Selon les directives, mais l'importance du budget est estimée à plus de 100 millions de dollars, effraie le studio qui annule temporairement le film. Rob Bowman et Michael Bay, Guillaume Del Toro et Mathieu Kosovic sont envisagés à la réalisation avant le scénariste-producteur Akiva Goldsman récupère le projet. Comme on l'a dit, c'était Noël, on va faire un dernier petit film en 2007. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres qui sont sortis en 2007, je vais te les annoncer plus tard. Mais là, le dernier film lequel on s'est accroché, qu'on a sélectionné, c'est bien sûr TMT, enfin les TMT, les Tortues Ninja, bien sûr. Kevin Muro, la réalisation, et la société de production, c'est Imagine Entertainment, et c'est Warner Bros. Aussi qui produit. Alors, le Tortue Ninja est un film d'animation américain de Kevin Monroe, sorti en 2007, contrairement aux 3 précédents films. Ce 4e volet des aventures de Tortue Ninja est entièrement réalisé en images de synthèse. Bien que l'histoire suit chronologiquement des films précédents, elle reprend beaucoup d'éléments de la série animée de 2003, que ce soit dans la personnalité des personnages, Raphaël plus agressif, Leonardo voué au Bushido, ou l'utilisation de certains éléments comme le look des Ninja Foot, ou le personnage de Karai, par ailleurs, le comédien qui avait participé à la VF de la série, reprennent leur rôle. Après avoir battu leur ennemi de toujours, Shredder, Leonardo, Raphaël et Donatello et Michelangelo se sont éloignés les uns des autres et ne se parlent plus. Vieux maître et père d'Opti Splinter essayent de tant bien que mal de maintenir leur cohésion. De plus, il se sent qu'une menace plane sur New York. En effet, Max Winters, un richissime industriel, prévoit de se construire une vaste armée pour conquérir le monde. Les Tortues Ninja, aidés de leurs amis fidèles April O'Neil et Casey Jones, vont devoir à nouveau livrer bataille ensemble pour sauver la ville. De même que la dernière série animée en date, la version française a été réalisée en Belgique à Ares Film, qui y a réuni les mêmes comédiens. L'acteur japonais Mako, qui double le personnage de Maître Splinter, est mort le 21 juillet 2006, c'est son dernier rôle. C'est triste.
Alors, les autres films en 2007 sont Pirates des Caraïbes 3, Ghost Rider avec Nicolas Cage, Spider-Man 3, Hitman, Les 4 Fantastiques 2 et Die Hard 4 qui est le retour de Bruce Willis dans le rôle de John McClane. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, c'était le nouveau épisode de Ciné Rétro. Je te souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Et surtout, garde le fan spirit en toi. Ciao. Et bonne fête.